Bonjour tout le monde, Jean-Nicolas Champagne, je suis hémato-oncologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et ça me fait grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la leucémie lymphoïde chronique. J'ai quelques intérêts ou conflits d'intérêts potentiels. J'ai reçu des honoraires des compagnies marquées si haut. Puis avant de commencer la présentation, j'aimerais juste faire une petite mise en garde. La présentation d'aujourd'hui se veut une séance d'information générale sur la leucémie lymphoïde chronique, dont le public cible est les patients et leurs proches. Puis certaines informations qui vont être discutées aujourd'hui pourraient ne pas être applicables à votre situation particulière. Et je vous encourage donc en discuter avec votre médecin traitant. Les objectifs de la présentation, c'est de mieux comprendre la leucémie lymphoïde chronique, ses facteurs pronostiques et son évolution, discuter des indications de traitement et les options thérapeutiques disponibles en première ligne et en rechute, puis revoir le caractère chronique de la maladie ainsi que les façons d'améliorer sa condition. Donc, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que la leucémie lymphoïde chronique ou que je vais appeler LLC pendant le reste de ma présentation? Mais tout d'abord, comme son nom l'indique, ce n'est pas une leucémie. Donc, c'est plutôt dans la famille des lymphomes, donc un cancer qui provient des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes. Et dans les différents types de lymphomes, on a des lymphomes B, des lymphomes T, ça provient d'une cellule B. Et contrairement à des lymphomes agressifs, c'est un lymphome indolent, donc lentement progressif, dont les objectifs de traitement vont être vraiment de mettre la maladie en rémission, mais malheureusement, le plus souvent, ça reste une maladie qui est incurable. Euh, pour euh, poser un diagnostic de LLC, ça prend des critères précis qui est une lymphocytose, donc une élévation des globules blancs qu'on appelle les lymphocytes, qui est persistant pendant au moins 3 mois et dont on a évalué les caractéristiques par une machine qu'on appelle une cytométrie en flux, qui nous permet d'identifier certains marqueurs précis qui sont signatures de la maladie. Donc, les marqueurs sont exprimés par les cellules de ce lymphome-là. À savoir que parfois une biopsie est faite de certains ganglions, puis on va avoir un diagnostic de lymphome à petits lymphocytes, et ultimement c'est la même entité. Euh, et toute la discussion d'aujourd'hui est applicable à une population de patients qui sont atteints de lymphome à petits lymphocytes qui, même s'ils ne rencontrent pas ce fameux critère de 5 fois 10 à la 9 lymphocytes persistants. Une autre entité dont je voudrais faire mention, il y a certains patients qui n'auront aucun ganglion, donc aucune bosse au niveau du cou, des aisselles, de l'aine, et qui vont avoir une lymphocytose qui est en bas de 5 fois 10 à la 9, notre fameux critère pour signer le diagnostic, mais qui vont avoir une signature en cytométrie de flux qui est très similaire. Cette population-là s'appelle en fait, ce diagnostic-là est une lymphocytose B monoclonale, donc un peu, si on veut dire, une pré-LLC qui a un risque de transformation qui est variable vers la LLC éventuellement. Bref, l'ensemble de la présentation d'aujourd'hui euh, est vraiment par rapport à la leucémie lymphoïde chronique et son pendant donc ganglionnaire, le lymphome à petits lymphocytes. Qui en est atteint? Selon des données américaines, l'incidence est d'environ 5 cas par 100 000 par année. Donc, c'est la leucémie la plus commune qu'on rencontre, même si ça demeure dans le spectre des lymphomes. L'âge médian au diagnostic est de 70 ans et c'est une maladie qui est de plus en plus fréquente avec le vieillissement des patients, le vieillissement de la population. On voit que les hommes sont un petit peu plus atteints que les femmes, à un ratio de quasiment 2 pour 1. Et la présentation clinique, en fait, la plupart du temps, ça va être découvert de façon fortuite. Donc, un peu par hasard, dans une prise de sang, on voit des globules blancs qui sont augmentés et on va finir par faire le diagnostic de LLC. Les autres présentations cliniques possibles, c'est ce qu'on appelle des adénopathies, donc des bosses, comme je disais, souvent au niveau du cou, des aisselles, des aines,
qui vont être en fait des cellules de lymphome qui vont se jeter dans les ganglions. On peut avoir une splénomégalie, donc une rate qui est augmentée de taille, que ce soit avec des symptômes de douleur au ventre, de diminution de l'appétit, ou bien découvert un peu par hasard quand un patient fait une imagerie. D'autres fois, on va voir des cytopénies, donc une baisse des globules normales, donc baisse de globules rouges qu'on appelle l'anémie, une baisse de plaquettes qu'on appelle une thrombopénie ou une baisse des bons globules blancs qu'on appelle neutropénie. Puis, ultimement, certains patients pourraient avoir des symptômes constitutionnels, donc c'est un ensemble de symptômes qui sont souvent liés au fardeau tumoral, de la perte de poids, de la fièvre, de la sueur nocturne. Euh, Les différents tests à faire au moment du diagnostic, je vous ai mis le tableau qui est là, mais ultimement, on a des guidelines qui sont quand même assez précis sur quels tests devraient être faits au diagnostic. Puis, contrairement aux autres lymphomes, c'est le seul pour lequel on peut faire un diagnostic vraiment par une prise de sang. Et on requiert pas nécessairement une biopsie là, pour confirmer le diagnostic. Et non seulement ça, vu que la plupart des patients sont asymptomatiques, on n'a pas nécessairement d'indication de faire des scans d'emblée chez tout le monde au moment du diagnostic. Parfois, on peut se contenter d'une échographie ou d'une radiographie pulmonaire pour voir s'il n'y a pas de la maladie qu'on n'est pas capable de sentir à l'examen physique. Mais les prises de sang et l'examen physique sont primordiales euh, dans le diagnostic et le suivi de la maladie. Puis, on a différents facteurs pronostiques qui sont faits par des prises de sang, notamment certaines anomalies génétiques dont je vais parler un peu plus loin. On me pose souvent la question, c'est quoi le stade de ma maladie? Et quand on regarde les différents stades qu'on utilise pour l'ensemble des lymphomes, mais la leucémie lymphoïde chronique, par définition, c'est tous des stades 4. Donc, vous comprenez que c'est pas un staging qui est approprié pour la LLC, parce que même si on a une maladie de stade 4, on peut avoir un excellent pronostic. Il y a certains scores qui ont été plus raffinés et plus spécifiques à la LLC, le stade de Raille ou le stade de Binet, qui est, je vous ai mis le stade de Raille juste ici, qui utilise des caractères cliniques pour un peu voir le risque de la maladie. Donc, quand on a une lymphocytose seulement, donc une augmentation des globules blancs sans autre anomalie, on est considéré Raille 0 et donc à faible risque. Si on commence à avoir des ganglions ou un foie, une rate qui est augmentée, ben à ce moment-là, on est un rail 1 ou 2, donc un risque intermédiaire. Et quand on commence à avoir des cytopénies, donc une baisse des bons globules, globules rouges ou plaquettes, mais à ce moment-là, on devient un rail 3 ou 4 ou un risque plus élevé, et c'est là qu'on considère les traitements. Euh, Ensuite, on a raffiné un petit peu notre diagnostic en regardant un peu c'est quoi la génétique de la tumeur. Puis on sait que il y a à peu près 80% des patients qui vont avoir une signature génétique quelconque des anomalies les plus fréquentes, notamment la délétion 11q, la délétion 13p, la délétion 17p, puis une trisomie 12. Puis on sait que ces différentes signatures génétiques-là vont avoir un impact sur le pronostic des patients. Par exemple, la délétion 17p, la courbe en bleu qui est ici, va avoir un pronostic plus défavorable. Donc, plus la courbe baisse rapidement, moins la survie est grande. Puis là, on parle en termes d'années, ne pas se fier à ces chiffres-là qui sont plus des données historiques qu'autre chose. Et quand on parle de génétique de la tumeur, il faut bien comprendre que c'est pas une maladie héréditaire. Il y a quelques familles de LLC qui sont décrites, mais c'est pas une maladie héréditaire. C'est la génétique vraiment des cellules cancéreuses ont une anomalie génétique qui ont mené éventuellement au développement de ce cancer. Et d'autres signatures génétiques et un raffinement dans le pronostic nous a permis de développer un score qu'on appelle le CLL-IPI, qui utilise, oui, des caractéristiques cliniques, donc l'âge et le stade de Raille, mais qui valent pour beaucoup moins que
Bon, la bêta-2 microglobuline, qui est simplement une protéine qui est mesurée dans le sang, le statut IGHV, qui est un peu signature de où provient le cancer exactement. Puis quand on a un IGHV non muté, on est à moins bon pronostic. Donc IGHV muté, meilleur pronostic. Et ultimement, la délétion 17P, là, qui vaut pour 4 points dans cette échelle-là, donc qui donne un pronostic plus défavorable là, chez les patients. Puis quand on voit, encore une fois, ça, c'est des chiffres de survie qui sont historiques et donc ne pas nécessairement se fier à ces chiffres-là à l'heure actuelle. Mais quand on a un score qui est faible, on a une survie à 5 ans qui est bien meilleure, 93% dans cette étude-là, mais qui est bien meilleure que quand on a un score élevé ou très élevé où le pronostic est de loin défavorable. Est-ce qu'on doit traiter tout le monde au moment du diagnostic? Ben, la réponse courte, c'est non. Comme je vous ai expliqué tantôt, la plupart des patients vont avoir une présentation de la maladie qui est asymptomatique, une découverte fortuite, un peu par hasard sur des prises de sang de routine. Donc, vous comprendrez que d'offrir des traitements à des gens qui n'ont pas de symptômes, mais on les expose inutilement à des thérapies qui peuvent avoir des effets secondaires, tant des effets secondaires qui peuvent être mineurs, mais certains effets secondaires majeurs qui peuvent miner tant la qualité de vie que la quantité de vie des patients. D'autant plus qu'on a fait des études à tenter de traiter les gens de façon précoce avec des thérapies et même si on commençait la thérapie plus tôt, oui, on diminuait ou on retardait le risque de progression vers une maladie qui était considérée comme symptomatique, mais on changeait ultimement pas la survie du patient. Et il y a plusieurs de ces patients-là, en fait, la moitié de ces patients-là, qui auraient jamais eu besoin de traitement de toute façon. Donc, on se permet d'observer ou de suivre cliniquement de façon périodique les patients qui ne rencontrent pas des critères de traitement. Donc, vous aurez compris qu'on a des critères de traitement pour une maladie symptomatique, des critères de traitement de la LLC qui sont très bien décrits dans les guides de pratique. Ça, c'est tiré du consensus international de LLC. Mais je vous fais le résumé. Dans le fond, si un patient développe des cytopénies significatives, donc une baisse de globules, une anémie, une thrombopénie, une neutropénie, on rencontre des critères de traitement. Et la cinétique est importante aussi dans tout ça. Quelqu'un qui a une rate qui commence à grossir à cause de la maladie de façon significative ou des ganglions de grosse taille, soit plus que 6 à 10 centimètres, ça va dépendre des références, ou qui commence à causer des problèmes au niveau des organes à proximité. Quelqu'un qui commence à avoir des symptômes constitutionnels, de la grande fatigue en lien avec la maladie, fièvre, sueur nocturne, perte de poids, et ultimement, et c'est le seul moment où vous allez m'entendre parler du décompte de lymphocytes, mais si on commence à doubler les lymphocytes en dedans de 6 mois, à partir d'un seuil de au moins 30, mais c'est là qu'on peut considérer amorcer un traitement parce que la vitesse de prolifération est rendue assez importante. Donc, ultimement, on peut résumer ça à si on a une maladie qui est symptomatique, on va considérer les traitements. Maintenant, la question qu'on peut se poser aussi, c'est quoi mes chances de devoir recevoir un traitement ou de rencontrer des critères d'indication d'un traitement dans les 2, 5, 10 prochaines années? On a des scores qui ont été établis pour ça et qui se basent sur 3 critères. Donc, le statut IGHV, qui est un peu la signature de la maladie. Si on est non muté, on a un petit peu plus de chances de progresser vers une maladie symptomatique. Si on a des globules blancs ou des lymphocytes en haut de 15, ça nous donne un point supplémentaire. Et si on a une maladie ganglionnaire, donc palpable à l'examen physique au niveau du cou, des aisselles, euh, au niveau des clavicules ou des aines, ben à ce moment-là, on est à un peu plus haut risque de progresser. Et quand on voit un peu c'est quoi nos risques de progresser, donc si on n'a aucun de ces points-là, le risque de transformation ou enfin de progression vers une maladie symptomatique à 5 ans est de 8%, donc quand même assez faible.
Et par contre, ceux qui vont avoir une maladie à plus haut risque vont avoir 60% de chances de progresser vers une maladie symptomatique. Donc à 5 ans, grosso modo, un petit peu plus de la moitié vont nécessiter un traitement. Quand on parle de traitement, faut réviser un peu c'est quoi les objectifs. Pourquoi on traite un patient avec une LLC? Mais d'abord et avant tout, c'est de contrôler la maladie et les symptômes qui y sont associés. Euh, il faut savoir que dans la grande majorité, les LLC, c'est à toute fin pratique une maladie qui est incurable. Quelques exceptions, je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est essentiellement une maladie incurable. Et le but des traitements, c'est donc de diminuer le fardeau tumoral, diminuer les symptômes et maximiser la durée de réponse et ultimement la survie, donc, mais maximiser la période de rémission qu'on appelle, limiter les toxicités qui sont en lien avec le traitement, puis peut-être pour certains patients et certains médecins aussi, probablement viser un intervalle de temps où on n'a pas de traitement. Dans le fond, on retombe en rémission et suivi clinique sans nécessité de traitement continu. Je vous présente un des algorithmes de traitement, mais à savoir qu'il en existe énormément, basés soit sur les critères du patient, donc l'âge du patient et euh, son fitness, donc sa capacité à tolérer différentes intensités de thérapie, soit basés sur des critères génétiques de la maladie, soit le statut IGHV ou la présence ou l'absence de délétion 17P ou TP53, je l'utilise un peu de façon interchangeable pour le besoin de la présentation actuelle. Euh, mais bref, on peut résumer ça ultimement à deux axes de thérapie. À savoir que il y avait en fait jusqu'à tout récemment encore une place pour une chimiothérapie conventionnelle chez les patients qui étaient très jeunes, qui étaient très fit euh, et qui avaient un statut IGHV muté pour lequel on pouvait considérer la chimiothérapie FCR. Mais plus récemment, il y a une étude qui a démontré qu'on avait une amélioration de la survie même en utilisant les BCL2, même chez les patients jeunes. Alors, la chimiothérapie conventionnelle est un peu écartée des traitements. Fait que, ultimement, ce qu'on utilise, c'est deux axes de traitement différents qui utilisent ou dont le traitement est basé sur deux molécules, soit un inhibiteur du BTK, je m'excuse pour la petite coquille là, un inhibiteur du BTK qui est la protéine une protéine de surface là, au niveau des cellules B, ou un inhibiteur de BCL2. Puis je vais développer davantage sur ces deux traitements-là. Un, l'inhibiteur de BTK qui est donné de façon indéfinie, donc tant et aussi longtemps qu'il fonctionne ou qu'il est bien toléré, et l'inhibiteur de BCL2 qui est donné typiquement de façon plus à durée fixe. Premièrement, les imiteurs de BTK, c'est les premiers qui ont fait leur apparition en fait avec l'ibrutinib, c'est le BTK inhibiteur de première génération, qui a quand même un certain nombre d'effets secondaires. Certains sont communs, de faible sévérité et qui ont tendance à s'estomper dans le temps, mais qui peut contribuer à diminuer un peu la qualité de vie des patients. Et j'entends par là ces effets secondaires-là fréquents, des diarrhées, des raches, donc des rougeurs au niveau de la peau, des arthralgies, des myalgies, donc des douleurs articulaires ou musculaires en lien avec la prise de médication, des céphalées, des maux de tête. Donc, c'est pas des effets secondaires qui sont en général de grande sévérité, mais qui peuvent persister chez certains patients et mener à une interruption ou un arrêt même de la médication. Euh, les BTK inhibiteurs sont associés aussi avec d'autres événements qui sont plus rares, mais potentiellement plus sévères, dont des arythmies cardiaques, souvent des arythmies qu'on appelle comme la fibrillation auriculaire, mais parfois ça peut être des arythmies
fatales qui sont décrites, surtout avec l'ibrutinib, plus que les agents de deuxième génération dont je vais parler un peu plus loin. Euh, il y a de l'hypertension, donc de la haute pression et des facteurs de risque cardiovasculaire qui peuvent se cumuler au fil des années. Donc, une exposition prolongée peut amener plus de risques cardiovasculaires. Certains peuvent décrire des segments, ça peut être parfois mineur, mais parfois ça peut être des segments plus importants, des segments digestifs, rarement même des segments intracrâniens sont décrits. Puis finalement, des infections. Le taux d'infection annuellement est pas si significatif que ça, mais quand on prend le médicament pendant 10, 12, 15 ans, mais le risque d'infection se cumule année après année et est perpétuel et continue. Les trois inhibiteurs de BTK dont je parle aujourd'hui, l'ibrutinib première génération, l'acalabrutinib, le zanubrutinib de deuxième génération, qui ont un effet un petit peu plus spécifique sur la protéine BTK, Bruton tyrosine kinase. Euh, donc, c'est des agents qui sont relativement comparables en efficacité. Euh, Ça a été testé surtout Acala contre ibrutinib ou Zanu contre ibrutinib dans un contexte de rechute, où on voit qu'il y a peut-être un petit degré de supériorité au zanubrutinib par rapport à l'ibrutinib. Par contre, l'Acala et le Zanu ont jamais été comparés face à face, donc on peut pas vraiment se prononcer sur la supériorité de un par rapport à l'autre. Par contre, l'avantage clair des BTK inhibiteurs de deuxième génération sont un profil de tolérance ou un profil de toxicité qui est moindre, surtout en regard des arythmies qu'on voit beaucoup moins avec l'Acalan ou le Xanu. Par contre, l'hypertension, on peut en voir un petit peu moins avec la Cala, on peut en voir de façon à peu près égale avec le zanubrutinib. Le risque infectieux demeure le même pour les trois agents. Le risque de saignement à peu près le même, peut-être un peu moindre dans les deuxièmes générations. Et ultimement, les patients qui finissent par interrompre le traitement, dans la littérature, c'est probablement autour de 20 jusqu'à 40% dans certaines études avec l'ibrutinib, pour lequel on peut tenter dans certains cas de rechallenger avec un traitement de deuxième génération, alors qu'on est plus aux alentours de 10, 12, 15% là, pour les inhibiteurs de BTK de deuxième génération, ce qui en fait des médicaments qui sont beaucoup mieux tolérés en général. Je passe à l'autre classe de médicaments, donc le BCL2 inhibiteur, le venetoclax, avec souvent en combinaison en première ligne l'obinutuzumab. Donc le venetoclax, c'est un inhibiteur du BCL2, le BCL2 qui est une protéine qui est anti-apoptotique, donc qui va diminuer la mort cellulaire. Donc comprenez, si vous avez des cellules qui ne meurent pas, ils vont avoir tendance à proliférer et le venetoclax va aller cibler justement cette protéine-là. On peut voir des effets secondaires digestifs, certaines nausées, vomissements, habituellement peu sévères, des diarrhées qu'on arrive à contrôler avec des médicaments comme l'imodium. Sinon, on peut voir des cytopénies, donc une baisse des bons globules chez certains patients. Puis, ultimement, quand ça a été testé initialement, c'est des médicaments qui étaient tellement efficaces qu'on voyait ce qu'on appelle un syndrome de lyse tumorale. Donc, les cellules de lymphome se brisaient, déchargeaient leur contenu dans le sang et pouvaient ultimement avoir des problèmes au niveau des reins, des problèmes électrolytiques, même des arythmies qui ont été décrites initialement. C'est pour cette raison-là qu'on a trouvé des manières de diminuer ce risque-là, en faisant du monitoring de façon sériée et en augmentant graduellement la dose de venetoclax. On combine, comme je disais, souvent avec l'obinutuzumab en première ligne, qui est un anticorps, comme vous voyez ici, un anticorps qui est ciblé sur le CD20, qui est une protéine de surface exprimée par les cellules de LLC. C'est un médicament qui est donné cette fois-ci de façon intraveineuse, contrairement au venetoclax qui est oral. Et on peut avoir des réactions dites infusionnelles ou qui ressemblent un peu à des réactions allergiques, si on veut, quand le médicament coule pour la première fois.
On peut avoir une baisse des anticorps parce que ça va cibler aussi les bons globules blancs, les bons lymphocytes qui produisent des anticorps, qui peut mener à des risques infectieux variables. Puis, ultimement, vraiment, il y a un certain fardeau thérapeutique à commencer le traitement. Beaucoup de visites à l'hôpital, des visites à toutes les semaines pendant les 2 premiers mois de traitement pour justement commencer graduellement la médication et mitiger aussi, diminuer le risque de lyse tumorale, comme j'ai décrit un peu plus loin, un peu plus tôt. Donc, un horaire qui est quand même assez chargé dans les 2 premiers mois. Pour les mois 3 à 6, c'est une dose de médicaments intraveineux à tous les mois. Puis par la suite, on continue jusqu'à à peu près 1 an de médicaments par la bouche seulement. Après 1 an, on arrête le traitement. C'est vraiment une durée fixe de traitement. Donc, comment on fait pour choisir notre traitement en première ligne? Ben, on se fie à des facteurs liés au patient. Dans le fond, quel problème de santé le patient présente au préalable? Euh, Est-ce que le patient a certaines préférences? Une durée fixe versus une durée indéfinie. Le nombre de visites à l'hôpital. Certains sont encore sur le marché du travail, veulent limiter les visites à l'hôpital initialement, ou au contraire veulent avoir une plus grande intensité de visite initialement pour être capable d'être sans thérapie pendant un certain temps après. La formulation par la bouche versus intraveineux, le lieu d'administration, la proximité de l'hôpital, ça, c'est tous des facteurs qui viennent jouer. Certains facteurs liés à la maladie viennent influencer notre choix de traitement, soit le statut IGHV ou la présence d'une délétion de 17P ou même le fardeau tumoral du patient. Les effets secondaires potentiels des traitements qui sont envisagés, et ultimement, c'est quoi nos accès, le coût, ou enfin la couverture qu'on a là, dans un régime public, c'est quoi les accès qu'on a à des médicaments, puis la proximité d'un centre hospitalier. À quelle réponse on peut s'attendre? Parce que je vous parle de ces deux traitements-là, donc basés sur les BTK inhibiteurs ou sur les BCL2 inhibiteurs, à savoir qu'on n'a pas d'études comparatives directes, donc il faut se fier un peu à des comparaisons indirectes. Et ça, c'est des estimations grossières des périodes de rémission auxquelles on s'attend. Donc, pour un patient qui commence un BTK inhibiteur en première ligne, on peut s'attendre à ce que sa durée de rémission soit aux alentours de 8 à 9 ans. On s'entend que c'est des chiffres qui sont très variables. Certains vont avoir une durée beaucoup plus courte, certains une durée beaucoup plus longue. Mais de règle générale, on s'attend à peu près à 8-9 ans en moyenne. Tandis que ceux qui commencent avec un inhibiteur de BCL2, on va s'attendre à 6-7 ans, une période de rémission de 6-7 ans, quelque chose autour de ça. Mais on se rappelle que c'est 1 an de traitement, donc on a une période de 5 à 6 ans sans traitement. Ça, c'est pour tous les patients. Maintenant, quand on regarde certaines caractéristiques cliniques, donc ceux qui ont une délétion 17P ou une mutation TP53 vont avoir une durée de rémission un petit peu plus courte avec le BTK inhibiteur, mais quand même 7-8 ans. Contrairement à un BCL2 inhibiteur dont la durée de rémission en première ligne va être autour de 4-5 ans, donc un peu moindre pour le nombre de visites que ça prend initialement. Beaucoup d'experts vont favoriser plus un BTK inhibiteur en première ligne pour ces patients-là. Maintenant, si on a un statut mutationnel IGHV non muté, on s'attend également à une période plus courte de rémission avec une durée fixe de traitement, autour de 5 à 6 ans, ce qui est quand même pas rien, mais qui est quand même plus court que ceux qui ont une maladie IGHV mutée, qui même avec les BTK inhibiteurs ont une meilleure durée de rémission, mais qui ont une durée de rémission de 11-12 ans, donc quand même très longue avec une durée finie ou une durée fixe de traitement. Donc, je reviens à mes options thérapeutiques de première ligne. Est-ce qu'on veut un BTK inhibiteur de façon continue ou est-ce qu'on y va avec un BCL2 inhibiteur de durée fixe?
Comme vous vous attendez probablement, mais il y a beaucoup de traitements émergents qui vont utiliser des thérapies de combinaison. Donc, combiner un BTK inhibiteur à un BCL2. Pour l'instant, ce qu'on a de disponible au Québec, c'est l'ibrutinib et le venetoclax en combinaison. Mais des études récentes et une approbation récente par Santé Canada d'inhibiteurs de BTK de deuxième génération combinés avec le venetoclax. Donc, je vous mets ici simplement à fin référence là, les études qui ont mené à ces options thérapeutiques-là. Donc, soit ibrutinib, venetoclax à durée fixe, donc 12 mois de thérapie fixe, un 3 mois d'ibrutinib seul en commençant, ou une durée qui est variable selon la réponse au traitement. Malheureusement, MRM, ça veut dire la maladie résiduelle minime, qui est pas un test qui est offert de façon routinière, donc c'est pas une approche qu'on peut utiliser pour nos patients de façon routinière au Québec, ni au Canada, ceci étant dit. Et ultimement, l'étude Amplify qui a été publiée l'année passée, donc un inhibiteur de BTK de deuxième génération, durée fixe de traitement, donc 14 mois de traitement en tout. Les avantages, c'est que c'est une combinaison de traitement oral de deux médicaments qui fonctionnent très bien en première ligne. Et en commençant avec 2 à 3 mois d'inhibiteur de BTK, on diminue aussi le fardeau tumoral au moment de commencer notre venetoclax et on risque de diminuer le potentiel de lyse tumorale, donc moins de monitoring, potentiellement moins d'hospitalisation initialement là, pour amorcer le traitement. Et l'avantage aussi, c'est que c'est une durée fixe de traitement. On n'expose pas nos patients à une durée indéterminée de BTK inhibiteurs et tous leurs effets secondaires potentiels. Par contre, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que ces traitements-là vont ultimement être plus efficaces qu'un traitement de durée fixe, venetoclax, obinutuzumab, deux études qui sont en cours qui vont tenter de répondre à cette question-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait au moment de la première rechute ou en deuxième ligne de traitement? Vous aurez compris que là, les options commencent à diverger un peu. Si on a utilisé un BTK inhibiteur, au moment de la rechute, on va être réfractaire au BTK inhibiteur, donc souvent on va changer de classe pour un inhibiteur de BCL2. Par contre, si on utilise un BCL2 en première ligne, si on a une durée courte de rémission, on va avoir tendance à changer de ligne de traitement et aller vers un inhibiteur de BTK. Alors que si on a une durée longue de rémission, on peut soit retraiter avec un inhibiteur de BCL2 ou changer de molécule et aller avec un BTK inhibiteur. Les deux options sont possibles. Euh, Ultimement, ce qu'on vise, c'est exposer nos patients à et le BCL2 et le BTK inhibiteur. Par contre, certains patients vont finir par avoir été exposés aux deux et même certains vont être réfractaires aux deux agents, qui amènent un pronostic quand même plutôt sombre. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'études qui sont en cours pour tenter d'améliorer le contrôle de la maladie à ce stade-là. Puis on cite souvent dans des études que la survie globale pour ceux qui sont réfractaires, c'est aux alentours de 2 ans en moyenne. Certains font plus, certains font moins, mais aux alentours de 2 ans. Donc, pour les patients qui sont à ce point-là, jeunes, en santé, sans trop de problèmes de santé autres, on va considérer même une allogreffe, euh, donc à visée curative, mais quand même des traitements qui sont très toxiques. Donc, c'est vraiment pas tout le monde qui va être éligible à ces thérapies-là. Est-ce qu'on a d'autres options thérapeutiques qui sont disponibles? Euh, un des agents qui est le plus intéressant à ce stade-ci, donc, il y a eu une étude comparative de phase 3 qui a récemment été approuvée par Santé Canada. C'est le pirtobrutinib, donc un inhibiteur de BTK non covalent, donc il se lie un peu de façon différente à la protéine BTK, qui a démontré ses bénéfices. Sinon, en standard, on a l'idéalisib et le rituximab, par contre, qui parfois mal toléré chez les patients. C'est de façon routinière les options thérapeutiques qui sont disponibles.
Et c'est à ce point-là qu'on a beaucoup de protocoles de recherche, ou enfin, d'être enrôlé dans dans un protocole de recherche est encouragé parce qu'on a des traitements émergents qui deviennent très intéressants, dont les dégradeurs de BTK, qui sont très prometteurs là, pour l'avenir. Mais on a d'autres thérapies potentielles, les CAR-T, les thérapies bispécifiques qui, malheureusement, à ce stade-ci, sont pas offertes de façon routinière chez les patients. Je glisse un mot sur la transformation de Richter, bien que ce soit une complication qui est rare, qui va toucher environ 5% des patients, mais c'est une transformation de la LLC vers un lymphome plus agressif, souvent un lymphome diffus à grande cellule B, dont la confirmation vraiment prend une biopsie. Ça va se présenter avec des ganglions qui progressent très, très, très rapidement, des symptômes constitutionnels, donc la perte de poids, fatigue, fièvre, sueur nocturne, une augmentation des LDH, qui est un des marqueurs un des marqueurs tumoraux là, qu'on peut utiliser, sinon du calcium qui est haut. C'est un pronostic qui est assez sombre, surtout si on a eu des traitements au préalable pour la LLC. On n'a pas de standard clair de traitement, mais la plupart des experts s'entendent que ça prend un régime de chimiothérapie conventionnelle, le R-CHOP, plus ou moins d'autres molécules là, si on y a accès. Et pour les jeunes patients, on a tendance à viser une consolidation avec une allogreffe, mais pas tout le monde sera éligible. Puis, pour revenir à la LLC, tu sais, je pense que c'est important de comprendre, bien que c'est une maladie qui a un parcours indolent, les données historiques montrent que le décès de la LLC va arriver à cause de la maladie dans à peu près 50% des patients. Par contre, ça va varier énormément selon l'âge au moment du diagnostic. Si quelqu'un est diagnostiqué à 40 ans, il y a beaucoup plus de chances qu'il décède de la LLC que si quelqu'un est diagnostiqué de façon un peu fortuite ou par hasard à l'âge de 80 ans. Euh, Ça va varier aussi selon le risque de la maladie. Donc, les patients qui ont un risque faible au moment du diagnostic, leur chance de décéder ou leur risque de décéder de la maladie est en fait relativement faible. Donc, ça, c'est quelque chose à garder en tête. Par contre, si on a un risque, un score CLL-IPI élevé au moment du diagnostic, notre chance est augmentée de 3 fois de décéder de cette maladie-là. Donc, ça devient plus important chez ces patients. Et ça va varier aussi selon l'évolution des traitements. À garder en tête que quand on publie ce genre d'études-là, c'est souvent des données historiques, donc un recul dans les traitements antérieurs pour lesquels on utilisait de la chimiothérapie jusqu'à pas si longtemps que ça. Et ce qu'on voit, ça, c'est des données de registre. Au fur et à mesure que les années avancent, que les traitements évoluent, là, l'ère la plus moderne, c'est la courbe en bleu, plus le pronostic et la survie s'améliorent. Et on voit que aux alentours des années 2000, on avait une survie à 5 ans qui était autour de 60%. Maintenant, dans les dernières années, on a une survie globale de 85%. Et ça a tendance à s'améliorer. Donc, les décès de cause de progression de la maladie risquent de diminuer dans le futur. Si on décède pas de la progression de la maladie, qu'est-ce qui l'emporte? Ben, les infections et les cancers secondaires vont compter pour à peu près le tiers des décès des patients. Suivi de d'autres causes qui sont non reliées, à peu près le quart des décès des patients, là, de causes qui sont non reliées à la LSC, ni au traitement. Ce qui m'amène à parler d'un concept de survivance qu'on utilise beaucoup en lymphome à visée curative, donc guérison, mais en lymphome LLC, indolent, lentement évolutif, avec des pronostics de survie qui sont en général excellents. Certains tendent à penser que la LLC est plus, on devrait plus la regarder comme étant une maladie chronique. Et plusieurs volets ont été mis de l'avant de l'étude de Dr. Defele et collègues là, dans le JCO l'année passée. Plusieurs volets pour améliorer non seulement la survie, mais la qualité de vie des patients. Ça passe par la prévention des infections, donc un calendrier vaccinal à jour,
L'optimisation des facteurs de risque cardiovasculaire, je pense que je l'ai bien mentionné tantôt, les inhibiteurs de BTK, durée prolongée, peuvent mener à la haute pression et des décès cardiovasculaires, donc arrêt tabagique, maintien d'un mode de vie actif. Dépistage de cancer secondaire, il n'y a pas de guideline ou guide de pratique spécifique pour la LLC, mais il y a un risque accru de cancer chez cette population-là, surtout des cancers de la peau non mélanome. Donc, en plus du dépistage standard, je pense que c'est une bonne pratique de faire une surveillance au niveau de la peau des patients. Dépister, traiter l'ostéoporose et d'accentuer aussi le bien-être psychosocial et la qualité de vie des patients. Je m'attarde un petit peu plus à la prévention des infections parce que la question qu'on me pose souvent au moment du diagnostic, surtout dans la phase de surveillance, c'est docteur, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort? Est-ce qu'il y a des choses que je peux manger pour diminuer la progression de la maladie? Est-ce qu'il y a des choses que je peux faire, des vitamines? Puis malheureusement, on a très peu de contrôle sur l'évolution de la maladie. Par contre, tout ce qui est les autres aspects, on a des facteurs ou des comportements qui peuvent être modifiables. Et là-dedans, c'est la prévention des infections, surtout de maintenir un carnet vaccinal qui est à jour, de regarder aussi la vaccination spécifique. Le programme d'immunisation du Québec parle un petit peu de ces agents-là, donc surtout la vaccination pour le pneumocoque, le zona, l'influenza de façon annuelle, la COVID aussi fréquemment que ce que les recommandations qui changent le suggèrent, et considération du vaccin pour le RSV, donc le virus respiratoire syncytial, qui est présentement pas remboursé, mais certaines assurances vont le rembourser. Donc, avoir au CLSC ou auprès de votre pharmacie si vous pouvez pas avoir cette vaccination-là qui est à jour. Parce qu'on sait que c'est non seulement les traitements qui peuvent mettre plus à risque d'infection, mais la maladie elle-même amène un certain degré d'immunosuppression. On voit aussi chez certains patients que on a une baisse des anticorps normaux qui nous protègent. Donc, certains vont avoir des infections récurrentes en lien avec ça. On peut considérer un remplacement d'immunoglobuline chez une faible proportion, mais c'est quand même certains peuvent en bénéficier, donc à garder en tête. Donc, pour conclure, je veux vous rappeler que la LLC est le plus souvent diagnostiquée de façon asymptomatique et une grande proportion de patients rencontreront jamais de critères d'indication de traitement. Donc ça, c'est à garder en tête dans tout ça. Par contre, si jamais il y a des critères d'indication, on a plusieurs options de traitement qui peuvent être offertes, tant en première ligne, donc soit basées sur les inhibiteurs de BTK de façon continue ou les inhibiteurs de BCL2 de façon durée fixe, ou une combinaison des deux qui va être vraiment dans les thérapies émergentes à venir dans les prochaines années. On a d'autres traitements qui sont très, très, très encourageants pour les maladies qui sont en rechute réfractaire et j'encourage la participation dans les protocoles de recherche qui peuvent permettre d'avoir accès à ces molécules-là si on n'y a pas accès de façon standard dans la pratique au Québec. Et ultimement, on a des facteurs de risque qui sont modifiables, des comportements qui sont modifiables pour améliorer, peut-être améliorer la survie, mais diminuer les morbidités importantes chez les patients avec LLC, notamment la vaccination, l'optimisation de la santé cardiovasculaire et la prévention des cancers secondaires sur lesquels vous, comme patient ou comme famille, pouvez être des acteurs dans dans ce volet-là de la maladie. Et sur ce, je voudrais vous remercier de votre attention et remercier le corps professoral de l'Université de Montréal et mes collègues à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal et ultimement les patients que je côtoie au quotidien là, dans mon milieu hospitalier, l'hôpital Sacré-Cœur.